C'est quoi ces manières là? C'est quoi ces publicités qui durent 40 minutes, chef? C'est quoi ça? Bonsoir à tous et bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation J1. Maintenant, on revient quand même un tout petit peu en arrière pour commencer cette interview. Il est 20h hier, vous découvrez les résultats, vous ressentez quoi précisément? D'abord, on avait eu un moment où personne n'était capable de dire ce qui se passait. Et déjà, rien que ça, c'était une surprise, parce que depuis... Wesh, on est dans Tarzan, quoi. Tortue miniature, cactus, ambiance jaune Tarzan. On est où, là? Wesh, il manque juste un... Ouais, j'allais dire une dinguerie, oh putain. Pendant 3 semaines, il n'y a pas eu un sondage qui n'ait pas annoncé le RN en tête. Donc nous avons vécu 3 semaines, on va dire les choses comme elles sont, dans une forme d'angoisse. Car pour beaucoup d'entre nous, on n'était même plus dans une élection politique. On était dans un événement de société. Est-ce qu'une formation de cette nature, que nous accusons de racisme, allait l'emporter? Et comme j'ai beaucoup tourné dans le pays, j'avais, en parlant avec les parents, ressenti cette angoisse qu'il y avait. Donc quand le résultat apparaît, et que non seulement le RN est 3e, hein. nous sommes en tête, j'ai ressenti, JLM je 1 pense PM. comme beaucoup de parents, un immense soulagement. Quelque chose qui tout d'un coup, un poids qu'on avait sur la poitrine, et qui s'en allait en déclenchant comme une onde de joie. Et ensuite, quand j'en ai parlé avec ceux qui m'entouraient, il m'est revenu une petite phrase dans un livre assez joli sur les derniers jours de Victor Hugo. Alors il remonte dans ses souvenirs et il arrive à la gare du Nord après l'exil et il dit en 20 minutes de contact avec les Parisiens qui étaient venus en nombre l'accueillir, on ne sait pourquoi, si à cause de ce qu'il était, il dit ça a effacé 20 ans d'exil. Et moi, soudain, c'est comme si les bleus que j'avais sur le cœur, dans cette campagne où j'ai été tant diffamé, tant mis en cause, sans qu'on sache exactement pourquoi, tout d'un coup, tout ça s'est détaché de moi et tombé comme du bois mort. Et en traversant le côté de la foule qui se trouvait sur la place Stalingrad, j'ai ressenti ce bonheur qu'il y avait parmi nous tous. Eh ouais, c'est nous, on était trop heureux. Mais... Il y a eu quelque chose de personnel. Bien sûr. Et puis, s'il faut aller... Comment vous dire ça? Des gens comme moi, je ne suis pas le seul comme ça. Nous avons une forme d'amour bizarre pour ce pays, pour notre pays, qui est... on s'en fait une idée hors du commun. C'est un peu risible, hein. Pour moi, la France et la Révolution de 89, toutes les belles pages, celles qui me concernent, moi. Et tout d'un coup, le doute qu'on avait sur notre propre pays est tombé. Et on s'est dit, je l'ai dit aux gens, j'ai dit, on peut aimer la France à nouveau comme on l'aime. Bon, pardon, c'est beaucoup, mais je voulais vous dire qu'il y avait une dimension poétique et de soulagement pour tout le monde. Mais vous savez très bien que un soulagement, beaucoup seraient tentés de venir doucher votre optimisme ou votre positivité en disant, en fait, la gauche, elle n'a pas gagné hier. En disant, elle n'a pas gagné parce qu'en fait, la gauche, elle a bénéficié d'un barrage, d'un refus du RN et d'un peuple, notamment du centre, qui a fait ce choix-là, parfois par défaut, pas par adhésion, pour s'éviter le Rassemblement national. Mais pour ce qui est des méchancetés, il y a toujours une abondance et je connais maintenant cette situation. Depuis 2012, je pense à les 3 présidentielles où ma candidature a permis à des forces de se grouper et de faire avancer des idées. Elle a cassé l'ambiance, à chaque fois, en même pas un mois, le résultat est effacé. Mais non, nous n'avions pas fait ce score, mais non, c'était ceci, cela, vous n'êtes arrivé que 3e, etc. Donc, je pense que ce n'est pas bien apprécier la dynamique de la situation que de faire comme si c'était juste un petit résultat électoral où on additionne des voix. Non, il s'est passé quelque chose dans la profondeur du pays. Et bien sûr, le RN a fait un score élevé. Et nous sommes dans une période, oui, mais il faut l'apprécier pour ce que ça signifie. Nous sommes dans une période longue de crise politique. Depuis la fin du quinquennat de M. Hollande, qui a largement contribué au désastre, les élections en France ne purgent plus les crises. Dans une démocratie, on vote, et puis, bon, le lendemain,
ceux qui ont perdu se font à l'idée qu'ils ont perdu et se promettent de prendre leur revanche. Mais les élections en France ne purgent plus rien. Et là, ça a purgé la crise. Ah ouais, tu as raison, Mars. Hein. Cet argument de la journaliste ne tient pas, puisqu'il y a aussi plein de citoyens insoumis de gauche qui ont voté à contre-cœur pour des LR et macronistes afin d'éviter le RN. Oui, c'est vrai qu'elle n'a pas pris en compte les duels LR versus RN et les duels ensemble versus RN. Elle fait pas son taf correctement, la journaliste. Hein. Je suis d'accord avec toi. Hein. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et la crise politique est Salut, toujours Django. là. Et en plus, elle s'est même aggravée, puisque maintenant, nous sommes en train de découvrir que la forme extrêmement rigide des institutions de la Ve République rendent difficile le fait d'enregistrer qu'il y a un des trois blocs qui est arrivé en tête. Alors on peut discuter si c'est largement en tête, moyennement en tête, mais enfin il est en tête. Dans toutes les démocraties du monde, on part des faits politiques établis, pas des spéculations. Alors je disais, pour rester sur l'analyse elle-même, bien sûr, des gens, comme vous dites, du centre et d'autres, ont voté pour des candidats du nouveau Front Populaire alors qu'ils n'en partagent pas les convictions. Et de même, parmi les électeurs du nouveau Front Populaire, beaucoup ont voté pour des candidats ou n'ont pas voté, ou ont suivi le retrait de la candidature que nous avions présentée, qui était en 3e position. C'était dur comme décision, nous l'avons pris, c'est pourquoi je n'aime pas l'expression, vous savez, qu'on utilise de front républicain, ça fait croire qu'il y a une alliance. Je vais vous dire, mais d'abord je termine sur ce point, mais nous tous qui avons voté ou pas voté de telle ou telle manière, nous l'avons fait par conscience politique, nous ne l'avons pas fait par distraction ou par jeu. Nous l'avons fait en pensant sérieusement à quel est l'intérêt de notre pays. Et je crois que donc c'est une décision grave qui a été prise par les Français. Et vous saluez même tous ceux qui ne sont pas de votre bord, qui Absolument. ont fait le geste de voter potentiellement pour la gauche, pour la France Insoumise, parce que certains faisaient le distinguo gauche-France Insoumise. Absolument. Pour beaucoup, c'était un pas bien plus particulier à franchir de voter pour la gauche que de voter pour la France Bien Insoumise. sûr. Et ça, vous en avez conscience? Absolument. D'ailleurs, les gars, le nombre de députés de PS a été augmenté de 100%, genre. 100% de députés PS en plus. Mec, ça fait... Ah, c'est le retour du PS. J'espère que c'est pas le retour du PS d'Hollande, hein. J'espère que c'est une nouvelle génération de PS qui va venir à l'Assemblée nationale quand même, hein. Putain. 109 députés. 109 Non, 109%, vous voulez dire 109%. Fait chier, quoi. Et je suis reconnaissant aux gens qui ont fait ce choix, d'autant que tous ne l'ont verra. pas fait. Si On vous verra, voulez, on les verra. reports sont de 10 points inférieurs quand il s'agit de quelqu'un de la France Insoumise qu'un autre membre de la coalition du nouveau Front Populaire. Et puis ajoutons que Vous avez plus de circuits attribués, le ton ok. sur lequel beaucoup de choses ont été dites, notamment à mon égard, les diffamations de toutes sortes, ont aggravé le recul que certains prenaient dès qu'il s'agissait de France Insoumise. Mais oui, je salue tous ceux qui ont fait cet effort. Je commencerai, si on ne m'en veut pas, par saluer les candidats du nouveau Front Populaire qui ont accepté de retirer leur candidature parce qu'ils étaient en 3e position. Et tous ceux qui se sont joints à nous, et les centaines, les milliers de gens qui sont venus dans nos permanences, qui ont donné le coup de main. Vous savez, depuis nos locaux, chaque jour partait un bus dans une circonscription en balance pour aller aider nos amis les candidats. Par conséquent, Merci, oui, merci. ne Je sous-estime sais pas s'il y en a, les gars, des militants LFI, etc. Mais merci, hein. C'est grâce à vous aussi, les gars, cette campagne. Hein. C'est aussi grâce à vous, hein. pas Vraiment, ce que cela vraiment. signifie de la Alors, part du peuple français justement. dans sa diversité. Mais justement, quand, lors d'élections précédentes, là, c'est vos électeurs, c'est vous qui avez fait le geste de dire, OK, on vote Emmanuel Macron parce qu'il faut faire barrage au Bravo. Rassemblement National. Grâce Vous aux avez à élites plusieurs TikTok aussi, reprises, ouais, je dis ouais. pas verbalement, mais dit, bon, OK, prenez-nous en compte. Vous ne pouvez pas nous balayer d'un revers de main, nous et nos idées, alors qu'on a été là pour vous aider. C'est grâce à toi aussi, Dofla. Bah, un peu de modestie, les gars. Moi, j'ai rien fait, moi. Moi, je suis streamer, les gars. Moi, y a pas de louange, y a pas de couronne. Ah, tranquille. Moi, j'ai rien fait, les gars. J'ai fait que mon taf. On vous a aussi porté au pouvoir. Est-ce que vous entendez ceux qui disent, nous, on n'est pas de votre bord, pourtant on a contribué C'est à grâce ce à que vous, vous les soyez gars. en nombre à l'Assemblée nationale? Entendez-nous, vous ne pouvez pas, dans les jours et les semaines à venir, ne pas faire comme si on n'était pas Mais là. je pense que c'est une vision infantilisante de la politique que vous développez. Nous ne sommes pas des papas, des mamans qui cajolent leurs enfants respectifs d'un amour égal. Nous sommes dans une démocratie. Le principe de la démocratie, nous en avons déjà parlé tous les deux la dernière fois, c'est que s'expriment des divergences.
Et ce sont ces divergences qui sont représentées à l'Assemblée nationale. Merci Par exemple, pour le seul. le RN est représenté à l'Assemblée nationale. Il a tout son pouvoir d'intervention, d'amendement, de participation à tous les votes, de dépôt de motion de censure, etc. Eh bien voilà, il se fait entendre par lui-même. Il n'a pas besoin que je l'entende. D'ailleurs, les gars, j'avais fait le tweet cet après-midi, mais sur le thread, sur les 28 candidats ouvertement racistes, homophobes, antisémites, révisionnistes, islamophobes, 8 ont été élus députés de la nation. C'est déjà 8 de trop, les mecs. Hein. C'est déjà 8 de trop, mais tant pis. Hein. Bon, après, les autres candidats, genre les conspirationnistes, les pro-RN, les pro-russes, les je sais pas quoi, les mecs. Moi, je les ai pas comptés dans le thread, j'ai surtout compté les sales bâtards de racistes. Moi, 20, GG à toi. Je ne fais que partager des informations, les mecs. De la même manière, nous avons présenté C'est 8 de un trop programme. quand même. Les gens savaient, en votant pour nous, que c'est ce programme qui s'appliquerait. Ou bien ont-ils pensé que quoi ? Qu'on votait mais que c'était une comédie, que notre programme n'existait pas, que c'était juste des personnes. On revient au point de départ. Certains se sont dit on va voter contre le RN, pas forcément par adhésion pour votre programme. Mais nous en avons fait autant. S'il y a autant d'élus pour M. Macron, c'est parce qu'il a fallu que toutes sortes de gens d'opinions très diverses, parce qu'ils étaient les mieux placés à ce moment-là, votent pour eux. Donc si vous voulez, ce qu'il faut, je veux arriver à quelque chose de simple et de clair. S'il s'agit d'aller à des élections, de mobiliser des gens en leur disant voici ce que nous allons faire, puis à peine élus, commencer à dire ah ben finalement on va regarder les choses autrement parce que vous savez nous ne sommes pas tous d'accord, etc. C'est les tromper. Et ce pays d'abord souffre du mensonge. Des dirigeants qui disent une chose et en font une autre. Et attendez, pardon, je vais aller au cœur de cette affaire. Tout ça a commencé pas simplement par des pouvoirs politiques qui ne faisaient pas ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire, admettons. Mais tout a commencé en 2005. 55% des Français disent nous ne voulons pas de ce texte, nous ne voulons pas de la constitutionnalisation du néolibéralisme en Europe. Et 3 mois après, on réunit le Parlement qui a le même texte dans les mains, c'est ce qu'avait dit M. Giscard d'Estaing, et le Parlement vote oui, finalement, nous avons bien entendu ce qui nous a été dit, la réponse est oui. Alors, si on continue sans arrêt à mentir, à se présenter avec une étiquette et ensuite à pratiquer autre chose, et quelle autre chose? Supposons que je vous prenne au pied de la lettre de votre remarque. Alors j'irai me réunir avec qui? Les dirigeants des Insoumis iraient pour papoter de quoi? Notre programme a une cohérence, pardon, mais ce n'est pas une pluie de promesses, comme vous diriez, une suite de cadeaux dans un sabot de Noël. Il y a des recettes, il y a des dépenses, il y a des choses qui s'emboîtent les unes dans les autres. Justement, le programme ne peut pas être découpé en morceaux. L'application de votre programme, on va prendre toutes les choses les unes après les autres, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a 150 mesures. D'abord, la gauche unie, elle doit encore s'accorder sur un éventuel Premier ministre qui nommera une équipe gouvernementale. Premier point, cette semaine, effectivement, vous aurez trouvé un nom? Oui, bien sûr, c'est pas le plus dur. Hein. C'est pas le plus difficile. C'est pas les talents qui manquent. Alors, ouais? Donc là, d'ici cette semaine, les gars, entre lundi à dimanche, on va potentiellement connaître le Premier ministre donné, enfin le nom en tout cas donné par la gauche réunie. Intéressant, moi j'aime bien les mecs, ce fil conducteur, j'aime bien, ok. Ou la première ministre, ouais, bien sûr, les gars. Peut-être que ce sera Clémence Guittet, on sait pas. Hein. Après c'est un nom qui va être choisi par la gauche, les gars. Hein. Ce sera pas imposé par Macron en mode Macron fais-le ou on va t'enculer, tu vois ce que je veux dire. C'est juste un nom qui va sortir de la gauche et ce sera à Macron de choisir ou non, d'accepter ou non, quoi. En ça, David Guiraud. Non, les gars, après David Guiraud, Premier ministre, les mecs, en vrai de vrai, ça a de la gueule. En vrai de vrai, ça a de la gueule. Mais vas-y, les gars, vous savez que il est trop jeune, il est trop. Après, il a l'âge des Bardella, les mecs, hein. Il a l'âge des Bardella, hein. Manuel Bompard, Premier ministre, les mecs, ou Clémence Guittet. Faut voir si le PS et les écologistes, ils aiment bien ou pas le profil de ces deux personnes. Faut voir, les mecs. Faut voir. Parenthèse quand même. Est-ce que vous estimez que la France Insoumise étant la principale force de ce nouveau front populaire, merci Kimi pour le c'est à vous de prendre le contrôle des opérations? C'est ce que certains ont pu penser quand vous avez pris en premier la parole hier soir. Beaucoup se sont dit, ok, donc Jean-Luc Mélenchon, il vient pour donner le tempo et pour donner le ton. Mais vous savez très bien que ça ne se passe pas comme ça. Alors comment ça se passe? Le soir des résultats des élections, on propose
son intervention, prévient, j'appelle votre chaîne, enfin ceux dont c'est le métier le font, et toutes les autres chaînes, il dit Jean-Luc Mélenchon s'exprimera, il le souhaite à telle heure. Alors on lui dit ah non, prenez plutôt telle heure parce qu'avant il y a machin qui passe ou il y a bidule. Et voilà. Donc il n'y a pas de volonté de dire je m'exprime pour. Ce sont les circonstances. Et puis après. Peut-être on peut soupçonner que des fois on soit intéressé par le talent de bien faire les choses ou de bien résumer une pensée, qui sait. Peut-être qu'il y a des gens qui m'estiment assez pour trouver que c'est intéressant. Donc ne réduisez pas tout à une comédie, car quelle que soit l'heure à laquelle je parle, de toute façon ce que j'ai à dire a de l'intérêt. Pourquoi ? Parce que je représente une force politique. Alors vous savez parfaitement que la pédagogie c'est l'art de la répétition, Jean-Luc Mélenchon. Et vous savez très bien qu'encore et encore des représentants, Olivier Faure, Fabien Roussel, Yannick Jadot, François Hollande, et je pourrais en citer d'autres, disent Premier ministre Jean-Luc Mélenchon, c'est exclu. On se pose les choses clairement. Ils maintenant. vous ont dit ça ce matin ? Ils l'ont redit ces derniers jours, vous le savez très bien. Pas écouté. Les choses auraient pu évoluer, selon vous ? Par la force des choses, elles le doivent. Pour quelle raison ? D'abord parce que nous avons besoin, avant toute chose, de stabilité. Nous ne pouvons pas être la cour des miracles de gens de gauche agités, qui se querellent, Donc, il faut revenir, la fureur de la campagne étant passée, à des choses plus stables, avec des règles fixes, qui ne changent pas tout le temps. Car il s'agit de gouverner le pays, pas de faire un club d'une bande de copains. Donc c'est quoi la règle ? Alors, la règle, depuis que la Ve République connaît des situations de cohabitation, a toujours été, et sans exception, que le parti qui a le plus grand nombre de députés est celui qui a le Premier ministre. C'est ce qu'a fait le président Mitterrand en choisissant Jacques Chirac, puis quand il a sollicité de nouveau le RPR aux élections suivantes, qui était le parti dominant de la coalition de droite, c'est M. Balladur qui a été proposé par M. Jacques Chirac, puis lorsque nous avons gagné les élections en 1998, c'est le chef du principal parti de la coalition qui était Lionel Jospin. Donc ce sera un Premier ministre de la France insoumise ? Non, ce sont les règles qui ont été suggérées par Olivier Faure lui-même, au point de départ de toute cette campagne. Et je pense que c'est une règle sage. En fait, moi je vois un peu la stratégie des Insoumis parce que Thomas Porte il avait dit pareil et David Guiraud pareil. Olivier Faure il a dit mot pour mot c'est le groupe qui aura le plus de députés qui pourra élire le Premier ministre. Le problème c'est que si il s'appuie beaucoup là-dessus Mélenchon, mais si Olivier Faure revient sur la parole, ils peuvent utiliser sa parole contre la sienne. Ils peuvent le faire passer pour un menteur. Il faut forcer sur ça exactement les gars, c'est la stratégie. Le premier secrétaire du PS a dit mot pour mot. Le premier groupe qui aura le plus de députés pourra suggérer le nom du Premier ministre. Point final. Si Olivier Faure commence déjà avec un mensonge, c'est peut-être le point de départ d'une explosion de la NFP, les mecs. Une explosion de la NFP, on sait pas. On sait pas. Mais ils ont raison de faire ça. Mais bien sûr qu'ils ont raison de mettre un pressing. Bien sûr qu'ils ont raison. Ils ont raison, pardon. Eh oui. La deuxième, c'est le respect mutuel. C'est-à-dire que on ne peut pas, sans raison, sans cause, sans motif, dire pas lui, pas lui, pas lui, pas elle. Pourquoi ? Il faudrait qu'il y ait des raisons d'une gravité singulière. Bah oui. Regardez Jacques Chirac. Bah oui, on s'en fout parce que peu importe le nom, tant que le mec va appliquer le programme de la NFP, rien que le programme et partira pas en couille, on s'en fout du nom. C'est pour ça que même Mélenchon Premier ministre, les mecs, ça me dérange pas, genre. Tant qu'il respecte la législature NFP, le programme, les 150 points, bon, je pense que les 150 points ne seront pas respectés. Tant qu'il respecte ça, il y a même Mélenchon Premier ministre, ça me dérange pas, genre. Au moment où il devient Premier ministre, on ne peut pas dire qu'il n'était pas un personnage clivant. Tout au contraire, il l'était beaucoup. Le veut aussi, pourquoi ? Parce qu'il s'était beaucoup engagé, comme c'est la règle de la démocratie. Est-ce que, oui ou non, votre nom pourrait être proposé et sera proposé ? Encore une fois, soyons clairs. C'est inconditionnel, mais madame, je vais vous expliquer quelque chose de simple. Moi, je fais partie de la solution, pas du problème. Depuis le début, je dis, ce n'est pas moi qui créerai un problème. Souffrez que, quand on me pose la question, je ne dise pas, non, je ne m'en sens pas capable. Il y a à peine 2 ans, j'ai dit le contraire. Donc, je tiens cette position, mais j'ai dit, nous en discuterons. Nous avons plusieurs candidatures à proposer, nous les Insoumis. Manuel Bompard. Par exemple, j'ai déjà donné les noms, j'ai recommencé. Manuel Bompard, Mathilde Panot, Clémence Guettet, peut-être est-ce que j'en oublie d'autres. Mais il y a donc... Putain, il a pas dit David Guiraud, putain. Les talents ne manquent pas. Et de toute façon, madame, pardon de vous dire que ce sera forcément une équipe. Là, on se concentre sur
le responsable du gouvernement, le Premier ministre. Mais le Premier ministre n'est pas un petit président de la Ve République. Il est en charge de la composition de l'équipe gouvernementale. Il est en charge, comme vous dites, il symbolise auprès des Français à peu près tout ce que vous êtes censé porter, votre méthode de gouvernement, le programme derrière, pour des jours et des mois et potentiellement des années, ce n'est pas rien. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est rien. Hein. Donc, les noms que vous nous avez cités, potentiellement le vôtre, rien n'est arrêté. Non, parce qu'il faut qu'on en parle tous. Et donc, puis, ce sera un consensus. C'est plutôt de l'ordre du consensus, mais qui va faire la proposition naturellement? Ce sont d'abord les chefs de parti. Nous avons besoin de structures stables. C'est pas l'Assemblée générale où tout le monde y va, présente sa candidature, et puis on discute, et puis qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons besoin d'ordre. Et je le dis, le mot, moi, ne m'a jamais posé problème de discipline. Je rappelle, il s'agit de gouverner le pays. Là, par exemple, nous sommes pris dans un calendrier. C'est mon devoir de préparer ce calendrier. Tout à l'heure, j'étais avec Éric Coquerel, le président de la commission des finances de l'Assemblée qui vient d'être dissoute, et nous regardions les dates qui permettent de passer un projet de loi de finances rectificative. Ou bien, si nous n'en avons pas le délai, parce que le président Macron fait ce qu'il faut pour rendre tout ingérable, eh bien, comment nous pourrions nous y prendre dans le délai pendant lequel l'Assemblée nationale va être là? C'est-à-dire, nous avons la date du 24 juillet, et sinon, c'est par proposition de loi parlementaire que les idées peuvent avancer. Donc, pourquoi je vous donne ces détails? C'est pour vous dire, c'est une affaire sérieuse, ce n'est pas un spectacle. Nous avons des choses à gérer, et par exemple, je suppose que dès la formation de ce gouvernement, je suppose que la Commission européenne va nous dire, à nous, quel que soit le chef ou la chef du gouvernement, nous vous rappelons que nous avons inscrit dans la liste des pays de déficit excessif. Oui, on en a parlé la dernière fois. Il va falloir répondre. Donc la réponse que nous leur ferons, ça va pas être « Ah ben on vous déclare la pagaille ». On va dire « Bah écoutez, on vous entend, donc on va augmenter les recettes ». Autre exemple, si les agences de notation commencent à créer une différence sur les taux d'intérêt entre le taux allemand et le taux français, il va falloir là aussi qu'on discute avec les Allemands et avec la BCE. Jean-Luc Mélenchon, si vous avez accepté... Vous imaginez, je dis moi, pour simplifier les choses, mais prenons, vous imaginez un Premier ministre qui passerait la moitié de son temps à aller discuter en Assemblée Générale et l'autre à gouverner le pays, ça ne tient pas debout. Jean-Luc Mélenchon, on a donc besoin de stabilité. Est-ce que vous avez accepté cette interview ce soir pour peser d'une manière ou d'une autre dans une forme de rapport de force dans la dernière ligne droite de ces discussions, sachant que plusieurs cadres de la gauche sont actuellement sur des plateaux pour aussi donner leur point de vue? Est-ce qu'on est quand même dans un rapport de force encore, là, qui est en train de se jouer, même dans notre discussion? Pas me concernant. Pas un rapport... En tout cas, rapport de force intra-gauche, je ne pense pas. Je pense que le rapport de force, il est fait uniquement entre l'aile gauche et les macronistes et le RN, quoi. En tout cas, le RN, ils sont minoritaires. Mais à quoi jouent les journalistes depuis tout à l'heure? On écoute les mecs, on écoute les journalistes. J'ai l'impression que la stratégie, on va sur CNews, BFM TV et LCI, c'est essayer de faire péter la bulle NFP. C'est moi qui suis fou ou pas, les gars? J'ai l'impression qu'ils veulent faire péter la bulle, genre. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ces questions un peu bizarres? Moi, je trouve le comportement bizarre. Ils veulent foutre la merde, exactement. Moi, j'ai dit que j'étais candidat à rien, donc la vie est simple avec moi. Hein. Mais évidemment, je tiens à ce qu'il y ait des structures stables. Mais non, le rapport de force, ça n'a pas de sens. Il est réglé. Il est réglé, bah oui. Il y a le nombre des députés insoumis, il y a le nombre des autres membres, des autres composants du nouveau Front populaire. S'il doit y avoir, comme vous dites, rapport de force, il est marqué là. Puis après, il y a capacité à dialoguer. Ça ne peut pas être sur la base de l'invective, de l'exclusive. Et je le dis pas parce que j'ai été visé d'une manière que je juge calamiteuse. Mais ce que je veux dire à tous mes amis, stop. Maintenant, on parle de gouverner le pays. Par conséquent, il y a un devoir, comment dire, d'attention aux autres. Il y a un devoir de précaution à prendre parce que il s'agit de gouverner le pays. Et l'impression que nous donnerons sur la scène mondiale est très importante et elle sera décisive pour la manière de conduire les affaires. Là, c'est le Premier ministre qui aura en charge la composition de l'équipe. Parlons-en. Oui, c'est formel. Parlons-en de cette équipe. Vos opposants notent les divergences qui existent toujours au sein de ce nouveau Front populaire. Et certains jouent au jeu du « alors qui ?» Qui, par exemple, pour être aux affaires étrangères? Raphaël Glucksmann ou quelqu'un de la France Insoumise connaissant les divergences sur la politique étrangère. Autre exemple, sur la question de l'énergie, la question du nucléaire, quelqu'un de la France Insoumise ou quelqu'un des écologistes alors que la ligne n'est pas la même. Et donc il pointe ainsi les divergences, voire ce qu'il qualifierait d'incohérence
pour mettre en place la ligne vous et une inquiétez seule, pas, on une seule et réglera même tout voie. Ça se réglera comment? Mais évidemment, par la discussion, comment voulez-vous que ça se règle? Comment voulez-vous que ça se règle? D'abord, je vous signale une chose, nous avons un programme. Et si parfois on manque d'imagination parce que le programme paraît un peu limité, eh bien on remettra sur la table le précédent programme qu'on avait signé ensemble, qui comportait 640 mesures, celui-là. Le dernier n'en comporte que 150, le précédent 640 mesures. Faire. Et puis, sommes-nous certains que les divergences sont si terrible qu'on ne puisse trouver... Dans les affaires étrangères, où est la divergence, je vous prie? Pouvez-vous me l'expliquer? Quelle divergence y a-t-il sur les affaires étrangères? Sur la question de la guerre en Ukraine, la stratégie à aborder vis-à-vis de la Russie, frapper ou non sur les territoires russes, on rentre dans ces détails. Eh bien, on peut entrer dans ces détails, nous le verrons le moment venu, j'ai envie de vous dire. Deuxièmement, la thèse absurde d'aller frapper le territoire de la Russie n'a été déposée ni présentée par personne. Nous avons eu une discussion, nous sommes tous d'accord. Nous ne sommes pas superficiellement d'accord, nous sommes fondamentalement d'accord. Pardon madame, je veux finir. Nous n'acceptons pas que quelqu'un règle les problèmes qu'il a avec son voisin en passant la frontière. Nous les Français, nous avons été envahis 4 fois. Par conséquent, par d'autres voisins. Par conséquent, nous ne sommes pas un peuple qui... 4 fois? Comment ça? J'ai raté mes cours d'histoire ou quoi? Comment ça 4 fois? 4 fois? Par qui? À part les Allemands? C'est les Allemands qui nous ont envahis 4 fois? Ah, les Anglais aussi? Dofla. Mais les gars, les cours d'histoire, les gars, j'aurai 31 ans bientôt. Les gars, c'est derrière moi tout ça, l'histoire, tout ça. Après, on va me dire... Ok, c'est bon. Parlez... Oh non! Non! Non, je viens de voir une dinguerie. Non! Aïe! Non! Putain, c'est pas possible. Faut toujours que quelqu'un déconne. C'est toujours pareil, wesh. Mais c'était en quelle année que les Arabes, ils ont envahi la France, les mecs? C'était en quelle année? C'était au 21e siècle? Putain. C'est triste de se faire ban pour ça. Hein. Dans les années 2000, les Arabes, ils nous ont envahis. Réfléchis pas, Dofla, c'est permaban. Permaban dans le doute, Dofla. Cherche. Bah toi, cherche. Je te permaban et je vais te débanner quand tu vas apporter la preuve. T'es con, quoi? Ne faites pas son avocat, les gars. Ne soyez pas son avocat. Il va se démerder. Il va se démerder tout seul. Il va se démerder. Il va m'apporter la preuve. Tu m'envoies sur mon Instagram et ensuite je vais te débanner. C'est bon? Merci, au revoir. Reste indifférent à la menace d'invasion. Nous avons des amis comme les Finlandais, comme les Suédois, qui sont en grande crainte que M. Poutine, un jour ou l'autre, du fait d'une escalade, passe leurs frontières. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous désintéresser ni avoir une attitude neutre. Nous ne sommes pas neutres, nous sommes engagés pour que l'Ukraine récupère sa totale souveraineté. Mais nous y sommes engagés avec l'idée que c'est la diplomatie et pas la guerre. Est-ce que la gauche, elle peut vraiment gouverner seule avec moins de 200 députés? Est-ce que vous ne serez pas obligé de trouver des alliances, des alliés au sein de l'hémicycle pour réussir à appliquer vos projets, vos lois, que ce soit la sortie du nucléaire, la hausse du SMIC, etc., qui doivent passer par la loi? Sachant qu'en face, si Ensemble et LR se mettent ensemble face à vous, ils pourraient être en supériorité numérique et donc vous dire stop. Voilà. Avec qui les alliances? Avec qui les alliés? Déjà, commençons par faire la part entre la loi et le décret. En effet. Pour augmenter le SMIC, on a besoin d'une loi. Vous venez de citer le SMIC, on n'a pas besoin. C'est pour ça. On n'a pas besoin non plus de voter pour abroger les décrets qui concernent la génération d'avant 68 pour son départ à la retraite. Donc il y a toute une série de décisions qui relèvent du décret. Plus des balayages qui peuvent paraître secondaires, vus de loin et de très haut, mais qui concernent la vie des gens et qui sont des choses précises qui peuvent se régler par décret. Je peux m'arrêter sur la question du décret, justement. Juste petite parenthèse. Vous avez dit dans votre discours hier, recours au décret pour pouvoir appliquer au plus vite notre programme. Je ne recite pas exactement mot pour mot votre discours, mais voilà, c'est l'idée. Oui. Mais certains vont dire, OK, par décret, vous luttez contre le 49.3. Vous dites même dans votre programme qu'il ne faut pas, vous voulez abroger le 49.3. Est-ce que c'est pas quand même donner l'impression que on avance coûte que coûte, que c'est un peu du pareil au même? Écoutez, il faut gouverner, vous êtes d'accord?
Non, la majorité aurait pu vous dire la même chose. Il faut gouverner, vous êtes d'accord? Mais nous leur avons dit, dans ce cas, provoquer des élections. Ils les ont provoquées. Voilà le résultat. Ils les ont provoquées dans des conditions absolument ubuesques. C'est-à-dire que nous avons eu 3 semaines. Si nous n'avions pas eu le sang-froid extraordinaire, en 24 heures, de nous mettre d'accord, les partis de la gauche, après toutes les horreurs qui s'étaient dites, de nous mettre d'accord, aujourd'hui, vous auriez un gouvernement du RN. Il faut quand même se rappeler que d'une manière ou d'une autre, nous avons en quelque sorte sauvé une nouvelle fois la République et ceux qui nous ont fait confiance. Donc nous sommes dans une situation. Le président ne peut pas dissoudre avant un délai d'1 an. Non. Il ne peut pas. Il n'existe qu'une solution, si ça lui paraît ingérable, c'est que lui s'en aille pour qu'on ait une élection présidentielle. Vous le souhaitez, oui ou non? Mais moi, je pars. Je suis pour que l'on comprenne à chaque étape ce qu'on est en train de faire. J'ai horreur de la politique fiction, qui est une rigolade de gens de salon qui font de la politique sans se rendre compte qu'il s'agit de la vie des gens. C'est vrai, c'est vrai ce qu'il dit. Oui, nous n'avons pas un nombre suffisant de députés pour pouvoir régler entre nous, dans le groupe majoritaire de l'Union populaire, tous les problèmes. Nous les amènerons donc, quand nous ne pouvons faire autrement, devant l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale prendra ses responsabilités. Bon sang, c'est une démocratie. Donc, si le RN s'allie de nouveau avec LR et avec des macronistes et je ne sais qui encore pour faire je ne sais quoi, ils en assumeront la responsabilité. Ils pourront même nous chasser en votant une motion de censure. Mais vers qui vous pourrez vous tourner, vous comptez vous tourner pour faire passer vos textes en toute sérénité, entre guillemets, et nous nombreuses, bien sûr. Chacun, bien sûr, on va discuter, mais le programme sera présenté d'un bout à l'autre dans son séquençage. Madame, si nous ne le faisons pas, cela veut dire que nous avons menti une fois de plus. Eh bien, je peux vous dire une chose. Les Insoumis, je ne parle que pour eux à cet instant, ne le feront jamais. Souligné 3 fois. Donc, mais les Français, ils doivent faire preuve de discernement, les mecs, parce que si, imaginons, là on est dans une politique fiction, même si Mélenchon n'aime pas ça. Imaginons que Mélenchon il est Premier ministre. Il veut faire passer tous les textes les 150 propositions du NFP. C'est retoqué, c'est annulé, c'est motion de censure, le gouvernement il est renversé, etc., etc. Les Français, ils n'ont pas intérêt de dire « Ah, on a mis la gauche au pouvoir et au final, ils nous ont trahis. » Ben non. C'est juste que dans le pouvoir politique, on sait que ça fonctionne, l'Assemblée nationale a un pouvoir, le président a son pouvoir, le Premier ministre, le Sénat, etc. Les Français doivent faire preuve de discernement. Le RN va devoir faire face à leurs responsabilités. Ils veulent pas augmenter le SMIC, ok. Ils veulent pas bloquer les prix, ok. Ils veulent pas baisser la TVA, ok. Faudra en assumer les conséquences. C'est comme ça. Ou sinon, on manifeste dans la rue. On manifeste dans la rue sur la Constitution, les institutions bloquées, etc., etc. Parce que y a une loi qui veut passer, ils ont annulé la loi, ils ont voté contre, il n'y a pas la majorité, c'est passé au Sénat, c'est rétoqué en Conseil constitutionnel, etc., etc. Faut que les Français soient plus intelligents que ça. Parce que, ok, le NFP est majoritaire, mais il y aura beaucoup de choses qui ne passeront pas. À cause des ennemis en face. Eh oui. On est con, mon frère. Mais non. Moi, j'ai confiance aux Français, les mecs. Mais non. Puisqu'il faut gouverner. J'ai confiance. On gouverne avec le groupe le plus important, c'est-à-dire le nouveau Front populaire. Exactement, les Ops. Et il constitue un gouvernement parce que c'est le devoir du chef de l'État d'appeler le Premier ministre, ce qui, soit dit par parenthèse, souligne la vanité de la discussion que nous avons eue tout à l'heure. Car ce n'est pas nous, Insoumis, ni nous, Nouveau Front Populaire, qui allons désigner le Premier ministre. Nous en proposerons un, bien sûr, mais c'est le Président de la République qui, lui, le nomme. Mais la logique veut qu'il choisisse celui-ci, mais il pourrait ne pas le faire aussi. C'est ça, il pourrait, c'est la monarchie présidentielle. Mais nous, justement, nous devons introduire, des règles stables, fixes. Nous n'allons pas dire, ah ben tiens, comme c'est lui qui nomme, on va choisir la personne donc, qui lui conviendrait mieux. Pas de concession sur le programme. Aucune. C'est l'Assemblée nationale. Pas de concession et pas de dialogue. Non. Mais des concessions, est-ce que ça veut dire forcément compromission, Jean-Luc Mélenchon? Mais bon, nous allons prendre un exemple, parce que tout ça, ce sont des grands mots qui sont destinés à nous peindre comme des sectaires qui ne veulent parler avec personne, juste parce qu'on a dit qu'on tiendrait parole. Parfait. Nous allons rétablir l'impôt sur la fortune progressif. D'accord ? D'une manière apaisée. Nous dirons, eh bien, nous allons proposer l'impôt sur la fortune progressif. Alors, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? C'est quoi la discussion avec par exemple, le groupe macroniste? Il va dire, finalement, on a réfléchi,
Bon, d'accord, un impôt sur la fortune est rétabli et il sera progressif, mais vous avez imaginé 5 tranches, nous en proposons que 3. Eh bien d'accord, si c'est 3 tranches sur l'impôt sur la fortune et que vous acceptez le rétablissement, bah, on s'en accommodera. D'ailleurs, je vais vous dire, c'est très simple, il leur suffira de... C'est pas une forme de concession au final. Ok, ils acceptent quand même de mettre l'impôt sur la fortune. Pas de problème, progressif, pas 5 tranches, mais 3 tranches. Ça reste quand même un peu du... Ouais, c'est un juste milieu, c'est un peu contradictoire. Mais moi, je suis pas un faux cul, les mecs, hein, je suis pas un faux cul. Il a dit aucune concession sur le programme. Il a dit 5 tranches. Mais finalement, les macronistes veulent 3. Donc, il y a une forme de concession. Moi, je le comprends comme ça, les mecs, je le comprends comme ça. C'est mieux 3 que 0. Je suis d'accord que 3, c'est mieux que 0. Mais c'est une forme de concession, oui ou non? Les gars, wesh. Quand même. On va le laisser cuisiner quand même. Let him cook, évidemment. On verra. Oui, c'est une concession, voilà, c'est ça. On va le laisser cuisiner quand même. Moi, je lui fais confiance, les mecs. Il a peut-être réfléchi à autre chose. Il est malin, Mélenchon, il est malin. déposer un amendement et de le voter. Par conséquent, Merci Chris pour le ce sub. que je Merci, veux vous mon dire, c'est qu'il n'y a pas Jure un l'opposition nouveau sub. entre... Il y aurait ou la combinaison, les combines, les arrangements qui finissent tous à rabaisser, ou une forme d'intransigeance hautaine. Non, on gouverne, c'est-à-dire il faut bien gouverner avec un programme, sinon on appelle ça expédier les affaires courantes. Donc on gouverne avec un programme, quand il faut la loi, c'est la loi, et l'Assemblée nationale prend ses responsabilités. Qu'est-ce qu'il y a de mystérieux là-dedans? Juste, par parenthèse, pas par parenthèse d'ailleurs, votre programme il continue de faire peur à certains. Bruno Le Maire, aujourd'hui vous avez vu certainement ça, le risque le plus immédiat est une crise financière, le déclin économique de la France. Je le cite, Oh, déclin économique, mais frérot, tu nous as déjà mis dans le mur, Bruno Le Maire, mais comment il peut ouvrir sa gueule, lui? Comment actuellement il peut ouvrir son cul? C'est ça que je comprends pas avec ces mecs-là. Eh, c'est du jusqu'au boutisme, hein. L'application du programme Oh de là rupture là. du nouveau Front populaire détruirait les résultats de la politique que nous avons conduite, etc. depuis 7 ans, qui a J'espère donné bien. la France du travail, l'attractivité des usines. Ce projet est exorbitant, inefficace et daté. Sa légitimité est faible et de circonstance, il ne doit pas s'appliquer. Vous répondez quoi Déjà, il y en a un Bruno Le kilomètre Maire. de long, alors à quoi en particulier? À quoi dois-je répondre? Là, vous avez lu 10 phrases, 20 phrases. Est-ce que c'est, par exemple, nous allons détruire ce qui a été fait par le gouvernement précédent? J'espère bien qu'on va bien réparer tous les dégâts qu'ils ont faits. Parce que qui est ce monsieur? Merci, Slam. Un homme qui a fait 1000 Jure milliards un de nouveau dettes à lui sub. tout seul en 1000 7 ans. milliards. Et il vient nous donner des leçons. Et quand un prix Nobel d'économie dit ce programme tient la route, car j'ai déjà eu le bénéfice de pouvoir l'expliquer devant vous, en quoi consiste-t-il? Mais vous allez voir qu'il y aura une phrase qui va faire mal. Il consiste à relancer l'activité en relançant la consommation populaire, qui représente plus de la moitié du PIB de notre pays. Si on relance l'activité, ça crée du salaire, ça crée de l'emploi, et ça crée des taxes, et ça crée des recettes pour l'État. Mais je vais vous dire une bonne chose, que je dis à Monsieur le maire, et je lui demande d'ouvrir bien grand ses oreilles, bien grand, et pas que lui. Et Tous ceux qui, en Europe, vont entendre ce que je vais vous dire. Il n'y a pas une dépense, une seule dépense prévue par notre programme qui ne soit pas accolée à des recettes nouvelles. La question qu'il faut poser maintenant, c'est qui va payer? Voilà la question qu'il faut poser. Et la réponse, nous vous l'avons déjà donnée. Il y a eu 222 milliards d'aides aux actionnaires qui ont été données au cours des années passées. C'est vrai. C'est sur C'est vrai. ce stock que nous allons puiser la réserve. Exemple, et surtout, si le président Macron traîne, plus il traînera, plus dur sera l'omelette. Hein, d'accord? Quels seront les... Pardon, Ouais. laissez-moi finir parce que sinon c'est pas la peine de poser des questions techniques. Vous m'avez lu 10 phrases de quelqu'un qui s'embrouille dans ses propres arguments et je lui fais la réponse. il est trop drôle, Il n'y putain. aura pas de dépense qui ne soit accolée à une recette. Cette recette viendra de 2 manières. Par l'impôt sur les plus riches et par la réorganisation des aides qui ont été données aux entreprises. Pourquoi? Parce que si nous augmentons le SMIC à 1 600 €, 15% seulement d'augmentation, on pourrait faire mieux, mais dans le moment, commençons par ça. Il y aura des entreprises qui vont avoir des difficultés. Oui. Donc, nous avions prévu un fonds de péréquation. Comme il faut le financer dès maintenant, comment allons-nous faire? J'en ai parlé avec Éric Coquerel qui me dit, ne t'inquiète pas, nous allons réorganiser dans le budget actuel l'affectation des crédits. C'est-à-dire que
des aides qui sont données aux uns ne seront plus données à ceux-là, mais seront données à d'autres. Car il est normal que les plus grandes entreprises qui payent moins d'impôts que les petites soient davantage mises à contribution. Jean-Luc Mélenchon. C'est simple, vous savez. Je reviens sur le discours d'hier et la discussion. Vous dites qu'il y a certains textes qui vont passer par décret pour appliquer notre programme et au plus vite. Quels seraient ces textes que vous souhaiteriez voir passer par décret au plus vite? Ce qu'il y a déjà... bon, d'abord, moi, dans l'idée que je m'en fais, après, je ne sais pas qui sera Premier ministre, hein, mais je vous dis peut-être ce que j'avais préparé à la précédente, la précédente élection en 2022 avec Clémence Guettet, parce qu'on y a passé des heures, ainsi qu'avec Coquerel et quelques autres. Donc, il y a une série de choses qui se décident par décret. C'est le SMIC qui se décide par décret. C'est l'abrogation des décrets sur la retraite à 64 ans. Ça, c'est des choses qui changent la vie des gens. C'est concret, ça. 62 ans, déjà, ils sont bons. Et ils vont demander après, jusqu'à 60, ce qui est prévu. Plus longtemps, nous resterons. Et puis, il y a une partie, réparation, balayage. C'est-à-dire des mesures mesquines qui ont été prises contre les uns ou les autres. Je pourrais en citer quelques-unes, mais je ne veux pas surcharger notre entretien. Et puis, il y a des mesures qui viseront à mettre des moratoires, par exemple, sur les grandes bassines, engager la discussion avec la Commission européenne sur le fait que nous ne voulons plus de pesticides dans notre pays, dans les quantités dans lesquelles ils sont déversés, comme le glyphosate, qui a pollué la totalité de nos rivières et de nos fleuves. Sur les retraites, est-ce qu'ensuite, là on passe le cap des décrets, il y aura une loi sur les retraites? Par la force des choses. Par la force des choses. Avec qui? Est-ce que, pardon, je vais être beaucoup plus concrète, le temps file, on va être beaucoup plus direct. Oui. Est-ce que vous accepteriez, oui ou non, les voix du Rassemblement national si vous aviez besoin de voix pour aller au bout de votre projet? Alors écoutez, on va être dans une assemblée déjà assez difficile à vivre. Bon. Donc les députés nominalement prendront leurs responsabilités. Le député qui veut voter contre le plan de retour à la retraite à 60 ans s'arme de courage, lève la main, appuie sur le bouton et son nom est marqué. Et ensuite, quand il y aura des élections, on dira « Monsieur Machin, député, a voté contre. Telle mesure, il a voté contre ou pour. » Ça s'appelle la démocratie. Quand on arrive à l'Assemblée nationale, chacun compte pour une voix. Et aucune voix ne peut être méprisée. Elle peut être combattue, elle peut être contournée, mais pas méprisée. Et moi, je veux, si je peux dire, comme parlementariste que je suis, que chacun soit conduit à chaque moment, être mis au pied du mur de sa responsabilité. Ceux qui ont voté contre la constitutionnalisation de l'IVG, leur nom et la liste est connue. Et c'est pas faire une liste honteuse, c'est dire voici ce que chacun fait dans la vie. Et à l'Assemblée nationale, les gens, les journalistes, ils appellent ça harcèlement. Genre Pascal Praud et ses chroniqueurs, ils ont dit ah, il n'y a pas affiché les noms, parce que Louis Boyard, il l'avait fait. Hein. Louis Boyard, il avait affiché les noms des personnes qui ont voté, par exemple, contre le SMIC. Il y a des personnes qui ont aussi affiché les noms des personnes qui ont voté contre la constitutionnalisation. Oh, c'est dur à dire. Constitutionnalisation de l'IVG. Mec, je suis désolé, c'est des noms qui sont disponibles sur Internet. C'est disponible, c'est devant, c'est même pas anonyme, gros. Donc il faut les afficher, c'est bâtard. C'est bâtard, il faut les afficher, c'est bon ou pas? Il faut assumer. Il faut assumer. Parce que c'est pas tout le monde qui va avoir le réflexe d'aller sur l'Assemblée nationale. Comment on fait pour aller voir qui a voté contre, etc. Louis Boyard, il fait le taf correctement. Il a fait un PDF, on affiche tous les blazes et c'est tout, c'est comme ça, ma gueule. C'est tout, c'est comme ça. Est-ce qu'il y aura, vous l'avez effleuré tout à l'heure, on y revient, un seul et unique groupe du nouveau Front populaire? Parce que certains, effectivement, le disent. Et j'entends d'autres voix, Jérôme Guedj, par exemple, qui dit entre Mélenchon et Macron, il y a un espace pour une gauche républicaine, universaliste, laïque, écologiste, européenne, féministe. Il y a différentes visions. Breaking news, les Insoumis pousseraient la candidature de la députée Clémence Guettet pour le poste de Premier ministre. Oh, Clémence Guettet, ok. Ouh là là, attention, la reine Guettet, ok. Merci pour le breaking news. Pardon, je suis excité là. Certains disent non, on va faire chambre à part. Après les gars, Bellec, c'est uniquement les Insoumis. Donc là, Mélenchon sera en retrait. Il pousse la candidature de Clémence Guettet. Maintenant, il faut voir comment le PS va réagir, les écologistes, PCF aussi, qui ont, je crois, 9 députés dans l'hémicycle. Donc maintenant, il faut voir comment ça va être perçu par les autres. Faut voir les mecs, faut voir. Du bazar que ce serait si on n'émettait pas de l'ordre. Donc un seul et même groupe, Nouveau Front Populaire? Du tout. Pardon madame, mais vous avez la mémoire courte. Je l'ai proposé en 2022. Et à l'époque, tout le monde a dit « Ah non, qu'est-ce que c'est que cette idée ce n'est pas possible. » Et j'ai remballé. Et finalement, je remercie ceux qui ont refusé. Parce que cela a laissé à chaque groupe une capacité d'initiative, d'autonomie, d'expression et une obligation de s'entendre.
grâce aux deux femmes qui dirigent les groupes Verts et Insoumis, mais aussi à la présidence plutôt modérée chez les socialistes, on a pu le plus souvent aboutir très rapidement à des accords chaque fois qu'il y avait aboutir sur des accords à chaque fois qu'il y avait un sujet qui posait problème. La vérité, c'est que dans 90% des cas, spontanément, on voyait les choses de la même manière. Car voyez-vous, quand on est à l'Assemblée nationale et qu'on est devant des textes de loi, on n'est pas dans un congrès d'un parti où il s'agit de définir avec précision la ligne, le programme, la stratégie. Il s'agit de choses concrètes qu'on se propose de mettre en œuvre ou pas. Et donc, il est plus facile de s'accorder, je l'ai toujours dit, sur l'action et la décision à prendre que sur les grandes dissertations que les uns et les autres peuvent faire pendant des heures. Donc, voilà, il y aura plusieurs groupes. Et ces groupes vont s'entendre comme ils l'ont fait jusqu'à présent, de manière plutôt réussie. Question importante. Reste que le Rassemblement national aura connu sa plus forte progression. Reste que 10 millions de Français ont mis un bulletin au Rassemblement national. Comment vous faites ? Est-ce qu'il faut les entendre ? Est-ce qu'il faut se 10 millions de racelards potentiels, putain. tourner vers eux ? Est-ce qu'il faut embrasser certains des thèmes qui les ont inquiétés, qui ont fait que 10 millions de Français sont allés vers les urnes ? La sécurité, l'immigration et racisme. Comment vous allez faire pour leur... Est-ce racisme, que vous allez, oui ou non, leur parler à ces Français-là et de quelle manière ? Nous ne parlerons pas à des gens parce qu'ils sont électeurs du Rassemblement national. On parle à tous les Français. Et la ligne qui est la nôtre, tout le monde la connaît. Unir le peuple français en expulsant de lui, en refusant, en rejetant tout ce qui le divise d'une manière telle qu'on ne peut le dominer. C'est-à-dire le racisme, la haine religieuse et tout ce qui va avec ces deux aspects-là. Par conséquent, il est clair, parce que vous me dites qu'il faut les entendre, je ne suis pas leur papa, ils se sont fait entendre, ils ont élu des députés. Donc les députés diront ce qu'ils ont à dire et ils se feront entendre. Quant à nous, il est clair que nous aurons une pratique absolument implacable de lutte contre le racisme. Et j'ajoute que dans notre programme, il y a un couplet sur la lutte contre l'antisémitisme et contre l'islamophobie. Ils seront mis en œuvre. En termes d'institution, est-ce que la proportionnelle, c'est quelque chose qui doit et qui peut exister? Bien sûr. Parce que vous vous dites aussi, dans 3 ans, 3 ans, c'est peut-être la dernière chance avant l'arrivée au pouvoir éventuellement de Marine Le Pen. Et donc, pour parler aux Français et que les Français se sentent tous autour de la table. Une chose au point. De mettre en équilibre des peurs. Peur de la maltraitance sociale de M. Macron ou peur du racisme de Le Pen. Nous avons ouvert un autre chemin. Nous avons combattu, tenu notre devoir et proposé un programme positif. Alors si votre question sur faut-il les entendre, ma réponse, vous venez de l'entendre, je crois qu'elle est assez claire. Et la proportionnelle ? Attendez. Les gars, je me dis dans une politique fiction, si Marine Le Pen elle est présidente de la République en même temps que les législatives là, est-ce que le bloc sera toujours aussi divisé? Genre, est-ce que les macronistes vont encore exister en 2027? Est-ce que ce sera le retour des républicains, donc eux aussi ils ont leur carte à jouer? Est-ce que Marine Le Pen sera la présidente d'une France fracturée encore ou pas? Parce que Macron, premier mandat, il avait la majorité absolue, il pouvait faire ce qu'il voulait dans le pays. Là, Macron, nouvelle version, il est dans une France divisée. Mais Marine Le Pen, ça peut être la même chose, les mecs, hein. Ça se trouve, Marine Le Pen peut être la présidente d'une France fracturée en 3 blocs. Oui. Il y aura un barrage énorme. Après, les mecs, si elle n'est pas présidente, tant mieux. Moi, je suis content. Mais elle peut très bien être présidente d'une France très affaiblie. Parce que c'est pas parce qu'elle est présidente qu'elle a... bon, il y en a qui décrivent ça comme une monarchie. Mais n'oubliez pas, les gars, que le président de la République n'a pas tous les pouvoirs non plus, hein. On sait très bien qu'on est dans un régime semi-présidentiel. L'Assemblée nationale a un pouvoir de nuisance incroyable. Le président ne peut pas tout décider non plus. Pas tout décider, les gars. Hein. Tant mieux. Même si elle dissout, mais les mecs, même si Marine Le Pen dissout une Assemblée nationale divisée en 3 blocs, elle aura la même division. Donc dissoudre ne servira à rien. Il y aura encore 3 blocs. Moi, j'ai l'impression, les gars, quand même que la France, je l'ai déjà dit plusieurs fois en stream, elle sera définitivement divisée en 2-3 blocs. Ce sera toujours comme ça, les mecs. Parce qu'il y aura toujours des Français qui vont rejeter le racisme, l'islamophobie, l'antisémitisme, le passé du RN, le RN qui veut envoyer dos à dos les Français, diviser les Français. Il y aura toujours ça, ma gueule. Toujours ça.
Et il y aura toujours des Français qui vont rejeter le socialisme, la social-démocratie, l'écologie, parce qu'il y a des climato-sceptiques, etc., etc. Genre, mec, c'est toujours comme ça, genre. T'as le boost post-élection. Bah non, parce que Macron, il a été nominé, enfin, il a été nommé président, enfin, on a voté pour lui, vous avez voté pour lui, mais il avait une majorité relative. Donc, il y avait un petit boost, mais c'est pas un grand boost, voilà, quoi. Est-ce que c'est une Je solution pour commence leur dire j'ai d'abord par entendu? répondre à votre question Oui. parce que je ne veux pas la laisser en suspens. Nous mènerons une politique implacable de lutte contre le racisme, c'est-à-dire l'antisémitisme, pour des raisons distinguées pour des raisons que j'ignore, du racisme en général, et l'islamophobie. Donc il n'y a ni concession ni arrangement sur le sujet. Implacable. Quant à la politique de sécurité, nous en avons une, elle est définie par notre programme, elle sera appliquée et elle ne se résume pas aux caricatures qui en ont été faites. Et de même pour l'immigration. Attends, c'est quoi ce que t'as dit? Alors, ce qui fait peur, c'est pas tant la capacité de Le Pen à faire de la merde de pouvoir que le sentiment de légitimité que ça donnerait aux fachos. Si elle était élue, t'aurais direct des ratonnades, des attentats contre les Roms, des meurtres homophobes, etc. C'est vrai que ça fait peur. Après, les gars, je me demande, j'ai pas envie d'être dans un truc un peu pro-RN. Je me dis que, quand même, on est un pays civilisé, les mecs. Moi, je me dis, si le RN arrive au pouvoir, vous pensez que ça va faire pousser des ailes au point de commettre des meurtres, des ratonnades et tout? Gars, c'est pas un peu... La parole raciste, on l'a vu qu'elle a été libérée avec un acte, enfin une parole raciste par jour. On a vu la stat, pas de problème. Mais là, moi, je vous parle des meurtres, les mecs. Hein. Je vous parle littéralement des meurtres et des ratonnades. Vous pensez qu'on peut avoir des meurtres à caractère raciste au moins une fois par semaine? Gars, c'est chaud, hein. Oui, ok, moi, Après, les gars, moi, je suis un peu rêveur. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un peu rêveur. Je me dis pas qu'il y aura un ensauvagement de la France sur des violences racistes, des meurtres racistes, meurtres homophobes, meurtres antisémites. T'es là, je sors de chez moi, je suis noir, dans une France RN, y a un mec qui arrive, coup de couteau dans mon ventre. Ah, je sais pas, les gars, je sais pas. Après, c'est vrai que les agressions physiques, caractère raciste, on en a eu. Hein. Mais y a un mec, il a cité l'exemple du mec du bus, là. Le chauffeur du bus qui s'est fait écraser parce que c'était un B-word. Un arabe. Mais je suis en ouf, pourquoi je dis B-word? Un arabe, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Réveille-toi, c'est gênant. Toi, tu prends ton ban une semaine. Ta merde. Je peux rêver ou... Tout ça est consultable. Et on a ras-le-bol des fantasmes. Il faut qu'on parle de choses concrètes, sérieuses. On fait les comme milices ci en ou comme Kanaki. ça. C'est vrai qu'il y a les milices en Kanaki aussi. C'est vrai qu'on a des choses concrètes, les mecs. C'est vrai qu'il y a des choses qui existent déjà. Documentées en plus, c'est vrai. Rien que l'exemple de la Kanaki. Qu'on examine la faisabilité. Maintenant, je viens sur la représentation proportionnelle. Il y avait une excellente loi, celle de 1986, qui a établi une proportionnelle départementale. C'est Pierre Joxe, ministre de l'Intérieur, qui l'avait proposée. Son mérite était qu'elle était une proportionnelle, mais en même temps qu'elle favorisait les alliances et regroupements. Donc ce n'est pas la proportionnelle intégrale qui rend à peu près ingouvernable tous les pays dans lesquels on les met en œuvre. Bonjour Dofla, tu penses quoi de l'impôt sur le revenu? Je suis d'accord avec la majorité du programme, mais ça c'est une aberration. Les ultra-riches devront payer 90%, ils vont tous se barrer. Alors non seulement c'est faux pour la tranche à 90%, ça a été déjà débunké plusieurs fois. Arrêtez de traîner sur les sites d'enculés qui disent de la merde sur le programme de la NFP, s'il vous plaît. Ça n'existe pas, wesh. Et se barrer, encore une fois, c'est du mytho, les mecs. Arrêtez de croire qu'ils vont se barrer, c'est du mytho. Et puis s'ils se barrent, ben, qu'ils niquent leur mère. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, oui. S'ils veulent se barrer, ben qu'ils se barrent. Arrêtez de croire les fake news, je sais pas quoi. Et puis aussi, arrêtez de défendre les riches. Et surtout les ultra riches, arrêtez de les défendre. Si ils doivent payer la note, ils vont payer la note, c'est tout, c'est comme ça. Arrêtez de les défendre. Les riches ne vous connaissent pas. Ils ne vous connaissent pas. Vous ne serez jamais comme eux. Voilà, je le dis, les gars. Vous ne serez jamais comme Bernard Arnault. Vous ne serez jamais comme ce mec-là. Il y en a un qui sort tous les 1000 ans. Vous ne faites pas partie de ce peuple-là, les mecs. Vous n'êtes pas dans ça. Vous n'êtes pas dans ça. Arrêtez. Putain, c'est pas possible, les gars. Vous n'existerez pas comme eux.
Parce que quand on fait la proportionnelle où vous êtes élu à partir de 1%, n'importe qui peut faire 1%. Donc la proportionnelle départementale, loi de 1986. Cette loi a été abrogée par la droite. Je ne serais pas comme eux aussi, les mecs. Paraît-il, elle avait fait entrer le Front National, à l'époque, à l'Assemblée nationale. Tandis que le scrutin à 2 tours, une invention de Napoléon III, elle, lui, était censée nous en protéger. Ce n'est pas le cas. Donc maintenant, les compteurs sont remis à zéro. Et j'ajoute une chose. Voyez-vous, vous m'avez posé la question de savoir si on pourrait dialoguer. Eh bien voilà un exemple. Monsieur Bayrou, dans le passé, a déposé une proposition de loi en faveur du rétablissement de la proportionnelle modèle 1986. Si donc le groupe de le nouveau Front Populaire dépose une telle loi, on peut penser qu'il recevra immédiatement le renfort de monsieur Bayrou. Et par conséquent, nous aurons une majorité pour le faire voter. Jean-Luc Mélenchon, la transition, elle est parfaite, puisque François Bayrou est l'invité de Darius Rochebain tout de suite. Il va peut-être pouvoir rebondir, prendre la balle au bon. Absolument, parce qu'il y a toutes sortes de divergences, mais M. Bayrou est un homme assez intelligent pour comprendre qu'il faut que nous trouvions la formule qui nous permet que la politique démocratique règle les problèmes dans notre pays au lieu de les aggraver. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Voilà, merci. Putain, continue de donner l'heure à François Bayrou, les mecs. Hein. Franchement, je comprends pas. Hein. Pareil pour les députés qui ont perdu et continuent à défiler sur les plateaux télé, je n'arrive pas à comprendre. Quel est l'objectif?